Merci beaucoup Ghislaine et merci à tous les organisateurs de m'accueillir une nouvelle fois. Alors je vais faire aussi court que je pourrai, ça va pas être facile, mais je vais quand même parler des Samis qui sont un peuple boréal qui est inégalement réparti dans un vaste espace qu'on appelle l'espace phénoscandique ou le Grand Nord euro-russe. 90 000 environ en Norvège, 30 000 en Suède, 10 000 en Finlande et près de 5 000 en Russie. Ils appellent eux-mêmes cet ensemble Sapmi. C'est leur territoire arctique. Ce petit peuple est affilié aux langues finno-ougriennes du nord de l'Eurasie, qui communiquent donc avec la Sibérie, et aux pratiques traditionnelles qui sont liées à la réniculture, à la chasse et à la pêche traditionnelle. Investis comme représentants du premier ou dernier peuple autochtone d'Europe du Nord, les artistes de ces régions boréales contribuent à la lutte perpétuelle pour la reconnaissance de leurs droits, leur action et leur combat se situent dans la perspective des peuples périphériques, dystopiques, asymétriques et transnationaux. Leur style et leur de vie et leur art multimodal s'en ressentent fortement, comme nous allons le voir. Les trois chanteuses que je vais présenter, et qui ont été choisies parmi un corpus beaucoup plus important, choix tout à fait subjectif, présentent des similitudes, puisqu'elles sont actives dans le champ de la culture et de l'art. Elles ont des histoires de vie enracinées dans la lande et dans l'expérience des techniques ancestrales de survie qui leur ont été léguées. Fortes de posséder ce mystérieux don artistique dont parlait Howard Becker, elles combinent toutes les trois le chant de gorge traditionnel, le yoik, et l'instrumentation moderne avec des arrangements subtils, d'instruments anciens et de synthé électropop. Mais on note une dominance de performance vocale, toujours porteuse d'énergie de vie et de revendications politiques. À cet égard, la construction contemporaine du yoik est à la fois l'expression culturelle et spirituelle d'un contexte local de dénonciation, mais ancré donc dans un territoire et un lieu de vie, mais aussi c'est l'expression d'un mode de communication et de cohésion transculturelle et transnationale. Les chanteurs Sam ont parfaitement intégré les technologies globales de communication et d'expression musicale, comme ils ont dépassé le cadre étroit du nationalisme méthodologique et ils ont franchi ce qu'on appelle le transnational terrain. Jouant donc dans des espaces situés entre le local et le global, ou ce qu'on pourrait appeler le translocal, ils vont nous étonner parce qu'ils vont faire exploser toutes les catégories classiques, les catégories de classification ou de catégorisation. Ce sont des objets d'étude qui sont dépourvus des matérialités de l'art, des concepts, des métaphores, des dispositifs techniques, et qui obligent le chercheur à un positionnement multidisciplinaire qui lui permettait d'accéder aux enchevêtrements d'art, de culture, de théorie, afin d'échapper aux formes structurelles de la domination visuelle. Donc les trois clips vidéo que j'ai choisis, qui sont représentatifs de trois tendances ou trois sensibilités dans les trois pays principaux où vivent les Samis. On va commencer par la Norvège avec Mari Boine, qui est l'icône du peuple Sami norvégien. Elle a été récemment décorée par le roi de Norvège du titre Saint Olaf, qui est le seul titre le titre maximal que peut porter un individu civil. Alors voilà le premier clip. Quelques extraits. Alors, un coup d'œil sur les Alpes norvégiennes. Une anfractuosité. Voilà, c'est la mise en place du clip. Un visage qui se retourne, qui voit des choses. Les Samis sont dans l'ombre. Voilà une scène importante. Les prêtres brûlent un tambour chamanique. J'accélère un peu. Les enfants Samis sont poursuivis, amenés à l'école de force. Certains Samis sont arrêtés, crucifiés. Et voilà ce que font les prêtres à leurs pieds. Au moment où cette séquence arrive, la guitare électrique de Roger Ludvigsen augmente la tension dramatique.
Voilà, les Samis, après avoir vécu toutes ces épreuves difficiles, accèdent à la lumière. Voilà comment on pourrait résumer très rapidement le clip. Ce clip réalisé par Mona Joel commence par le bruit du vent sur des images en noir et blanc, des très hautes montagnes norvégiennes enneigées, un fjord en contrebas, puis la caméra descend vers une anfractuosité. Les premiers accords du synthétiseur amènent les personnages. On a un dialogue entre le visage de Mary Boyne, qui s'est fait filmer elle-même, et un groupe qui est encore indistinct. Différents plans qui, en alternance, viennent de manière assez violente, notamment le plan où on voit les prêtres brûler le tambour chamanique, le tambour du chaman qu'on appelle le Noailles dans ces régions. On ne peut comprendre cette séquence, qui est très courte dans le clip, que si on a des connaissances sur le degré d'acculturation religieuse des Samis et sur la réalité qui leur a été infligée par des populations étrangères qui ont été complètement colonisées, et colonisées du point de vue religieux, symbolique, etc. Avec renonciation, bien entendu, à leur langue et à leur tradition. Ça recoupe une autre scène que j'ai économisée, mais qui renvoie à l'éducation de la prime enfance de Mary Boyne, qui, en tant que petite élève, était également interdite d'utiliser sa propre langue, interdite de chant. Le yoïque était interdit, c'était le chant du diable. Ce n'est que dans les années 80 que Mary Boyne a pu commencer à s'émanciper à la suite d'un conflit qui a pris une ampleur considérable autour du barrage d'Alta, dans le nord de la Norvège, et autour aussi de la sortie du succès de John Lennon, Working Class Hero. C'est ce qui a déclenché la vocation de Mary Boyne. Donc une vocation elle-même déjà composite et complexe. Elle va donc jouer dans le clip sur toutes ces sensibilités et nous faire ressentir le yoïque en tant que chant du diable vu par les évangélisateurs. Ensuite, on a des choses beaucoup plus dramatiques. Vous avez vu des prêtres patiner sous les croix. Et donc la souffrance de ce peuple qui va être amené progressivement à la lumière et surtout à la pleine reconnaissance de sa propre identité culturelle. On voit des gens, à la fin du clip, on voit des gens qui sont habillés en costume traditionnel et qui font face à la caméra, qui sont encore dans un état de pauvreté, de noirceur, qui renvoie aussi à la mythologie des mines et des profondeurs de la terre, qui est commune à tous les peuples du Nord. Donc quelque chose d'assez sombre, mais en même temps, c'est une volonté de la part de Mary Boyne de nous faire ressentir justement ce nécessaire accès à la libération et à la lumière. Le clip est extrait d'un album qui est paru en 1994, qui dit Volge Monielde Basivarai ou Bli Metil del Helige Fjället, ça c'est en suédois, ou Come with me to the Sacred Mountain, viens avec moi sur la montagne sacrée. Voilà ce que ça dit. Déjà, ça se situe dans un album qui s'appelle La Libération, le déroulement, les Arkastin, paru en 1994. Et dans l'album, dans la pochette de l'album, on trouve des rapports, des extraits de rapports dans lesquels on voit des médecins, des raciologistes en fait, prendre des mesures anthropométriques sur la population sami, qui ont collaboré d'ailleurs à des idéologies comme celle du nazisme allemand. Il y avait des connexions très fortes entre la Suède et l'Allemagne de ce point de vue-là. Donc il y a des clins d'œil comme ça, jusque dans la pochette du CD, qui nous renvoie à cette complexité voilà. Elle renvoie également à des héros de la chanson sami, les premiers qui ont commencé à utiliser le langage sami et à enregistrer des CD et à passer en public. Donc il y a une reconnaissance de ce point de vue-là. Mais on peut aussi renvoyer une reconnaissance à l'œuvre et à la trajectoire de Mary Boyne elle-même, puisqu'elle a obtenu le Council Music Prize et le Arts Council Norway Honorary Award. Elle a été donc décorée par le roi, et c'est quelqu'un qui a vraiment une aura extraordinaire dans toute la Norvège. Et récemment, on a fêté les 30 ans de Gula Gula, son premier album, qui lui a donné un super Grammy Award de norvégien. Voilà. C'est une personne qui est tout à fait reconnue dans son milieu, mais qui en même temps tient un discours extrêmement critique par rapport à la situation dans laquelle sont les Samis, de manière complètement invisible. C'est des choses qu'on ne perçoit pas d'ici. Deuxième clip, deuxième exemple, c'est une Suédoise, Sofia Janok, et je vous demande d'écouter les tout premiers sons.
Sinon, c'est très bas. Ouais, le clip démarre. S'arrêter sur cette image qui est très parlante. Donc Sophie Ainanok, une chanteuse très connue également en Suède, une Sami. Le premier son que vous entendez, c'est la retranscription, l'enregistrement d'un discours du procureur d'État de Suède au cours d'un procès qui opposait l'État de Suède et les éleveurs Sami pour une question de maîtrise du territoire. Et ce discours, je le traduis pour les traits essentiels. Depuis leur découverte, il est important d'affirmer que les Samis n'ont pas été soumis à la discrimination par l'État. La question est alors ce que l'on entend par le concept de l'ethnicité. Si elle doit être revendiquée parce que les Sams sont un groupe ethnique, alors il devient clair que l'ethnicité est un concept très anciennement débattu. L'aspect ethnique est sans pertinence du point de vue historique, quand une distinction est faite entre les nomades, autrement dit lapons, qui est une insulte en suédois. La piche, c'est une insulte. Eux ne s'appellent pas comme ça, ils s'appellent les Samis. Et les colons, du fait de l'ensemble des preuves archéologiques mises en avant par la communauté d'élevage de rennes Sami et sans pertinence pour l'affaire en question. Ce qui remet en question tout le travail des collègues de l'université d'Uppsala et d'Umeå. L'État conteste toujours l'affirmation selon laquelle les Samis ont été présents dans le secteur sur une grande échelle avant le XVIIe siècle. Donc c'est une négation, c'est un discours négationniste très violent, qui a été perçu de manière, vous pouvez le deviner, assez dramatique, et ça a justifié la réalisation de ce clip, parmi d'autres témoignages de ce genre, auquel Sophie Ainanok s'est elle-même prêtée, puisqu'elle se fait mesurer le crâne, les fameuses mesures anthropométriques qui est censée déterminer l'intelligence des personnes selon la volumétrie, la capacité crânienne, etc. Des théories qui ont été battues en brèche depuis fort longtemps, mais qui ont donné les systèmes d'identification d'Alphonse Bertillon, des frères Pinkerton aux États-Unis et beaucoup d'autres, et les travaux du docteur Herman Lundborg en Suède, qui avait créé l'Institut de biologie raciale, qui a été ouvert en 1928, et tenez-vous bien, il a été fermé en 1951. Et j'avais fait une précédente présentation d'un peintre qui a pu filmer des squelettes conservés dans cet institut, qui sont des squelettes de personnes samies qui ont été déterrées de nuit dans des cimetières sans aucune autorisation pour faire des expériences, des mesures. Voilà, donc c'est tout ce qui est dénoncé dans ce clip, mais en même temps, il y a un autre niveau. C'est le niveau, j'ai passé très vite, mais on n'a pas le temps, sur deux jeunes gens, un en ski et une jeune fille dans le costume traditionnel. C'est un frère et une sœur qui se retrouvent pour essayer de regrouper le troupeau. Pour les Samis, alors qu'on leur demande des comptes sur d'autres territoires et d'autres raisons, ce qui est important, c'est de maintenir le contrôle des troupeaux de rennes. C'est vital pour eux, c'est leur mode de vie. Et leur préoccupation, c'est de réussir à réunir le troupeau. Donc, elle joue justement sur l'opposition entre les modes de vie et les représentations
culturel de ces modes de vie, en faisant jouer aussi la voix off. Alors on a 3 plans, on a la voix off du procureur, qui n'a rien à voir avec le clip, mais qui renvoie une affaire en cours au moment où le clip est réalisé, une affaire juridique de très grande importance. Le deuxième niveau, c'est les 2 jeunes éleveurs qui essaient de regrouper le troupeau. Le troisième niveau, c'est ce qu'on vient de voir, c'est les mesures anthropométriques et le travail extraordinaire qu'a réalisé Hermann Lundborg, puisqu'il a inspiré directement les raciologues nazis. Et il avait de très bonnes relations avec eux en Allemagne, où il se rendait fréquemment. On le sait très bien parce qu'il y a eu une étude historique récente de Maya Hagerman, une biographie de Hermann Lundborg, qui a été réalisée à partir de sa correspondance avec sa sœur, où il se vantait de ses exploits, notamment le fait d'avoir déterré des cadavres, etc. Donc vous voyez, le clip est porteur de niveaux de signification et d'intensité très différents. Mais en même temps, Sofia Janok apparaît elle-même en chair, c'est une belle jeune femme qui réalise elle-même ses propres bijoux et ses propres vêtements, et qui, à travers sa participation à la création artistique contemporaine, parle aussi aux nouvelles générations et leur dit « exprimez-vous, soyez libres », etc. On vient de loin, on a beaucoup souffert, mais il y a aussi cette puissance créative. Et justement, les paroles du clip n'ont rien à voir avec ce qu'on voit à l'image, ce sont des paroles qui vont de l'avant et qui portent de l'espoir. Sofia Janok, comme Marie Boyne Persson précédemment, chante avec des intonations de yoik traditionnelles qu'elle tient de sa propre famille. Elle a fait ses propres recherches et elle mélange cette inspiration traditionnelle qui vient de la nature, hein, qui vient des forêts, qui vient des rennes, qui vient des rivières, etc., avec sa culture musicale qui est extraordinaire, très moderne, et sa revendication politique, puisque c'est quelqu'un qui est très présente sur la scène médiatique, et elle contribue elle-même à produire d'autres musiciens et à communiquer justement dans l'espace phénoscandique, mais aussi, c'est quelqu'un qui est très présent chez les peuples premiers. Elle a été partout, notamment à Standing Rock, notamment à Paris pendant la COP 21, et j'en passe. Une personne très active. Alors si j'ai le temps, un point de vue sur le troisième. Alors là, c'est une Finlandaise. Simplement, ce que je veux montrer à travers ça, c'est qu'on a un clip qui est beaucoup plus modeste et dénudé, si on peut dire, par rapport aux 2 précédents, mais c'est une œuvre aussi qui est importante, et Anna Maret, c'est pas n'importe qui en Finlande, c'est aussi l'ambassadrice de la culture. Elle a une formation classique, et au début on entend le yuiko, qui est un instrument très ancien, qui a été réhabilité il y a peu de temps en finlandais, on appelle ça le kantele. C'est un instrument à 3 cordes,
qui donne un son extraordinaire, et qui relie d'ailleurs les Sami à d'autres cultures du Grand Nord. Donc le clip de Anna Nekeleyevi Lensman, dite Anna Maret, porte en fait sur le risque d'évanouissement ou la réapparition du peuple Sami. Là, c'est pas explicite dans ce que j'ai montré, mais la cinématographie est décadrée, floue, dans les premiers temps, et puis petit à petit, les personnages deviennent de plus en plus clairs, et ça finit par un plan collectif qui donne l'impression que les Sami existent et qui sont présents sur la langue. Mais auparavant, les paroles rejoignent effectivement cette impression, cette sensibilité d'angoisse, de peur, et se terminent par un message d'espoir. La chanson s'appelle Psalm, Psalma, et c'est quelque chose qui renvoie aussi à la religiosité profonde des Sami, qui est une religiosité écologique. C'est pas le rapport à la nature qui est exalté, c'est toujours quelque chose de personnifié par des objets concrets, des arbres, des rivières, des rochers, etc. Vous avez remarqué le toucher de la pierre, même si c'est très rapide. L'écriture du clip est aussi assez magnifique, et si on regarde le générique de fin, on s'aperçoit que derrière, il y a toute une équipe qui a travaillé dans ces clips qui sont des microfilms, en fait, hein, des mini-films. Il y a des coopérations extrêmement importantes. Donc voilà, j'en dis pas plus sur Anna Maret, et je dis quelques mots quand même pour analyser tout ça et vous donner une conclusion. Alors les trois yoïks que j'ai présentés ici, ou les trois vidéoclips mettant en scène le yoïk, c'est la fonction première du vidéoclip, qu'elles sont subjectives, sont sous des formes hybrides et multimodales, et ils procèdent d'une narratologie sauvage, non prescriptive, où la traditionnalité et la discontinuité se conjuguent. Ça renvoie à tout ce que Paul Ricoeur disait à propos des histoires non racontées, ou non encore racontées, qui ne sont pas advenues à l'écriture, au langage, mais qui sont présentes dans l'expérience, justement, ça a été dit tout à l'heure, et ce que véhiculent toutes ces personnes. Ça renvoie également à toutes les analyses que Paul Zumthor, sur la littérature médiévale, avait fait à propos de la voix et de la vocalité, et comment le langage se transforme, en fait, en vocalisation, en vocal, et qu'on ne peut pas le concevoir autrement. Tout ce qui est écrit ou imagé se transforme en son. C'est inconcevable autrement. Il n'y a pas de silence parfait, de silence absolu, sauf peut-être pour certains reclus, et encore. En tout cas, ça pose question, parce que ça nous oblige à modifier nos catégories d'analyse et de perception. Alors j'ai croisé Walter Hong sur l'écriture et d'autres auteurs, Zumthor dont j'ai parlé, mais il nous montre justement qu'il faut construire un regard, des méthodologies, des modes de sensibilité, de notre part, nous, observateurs scientifiques, beaucoup plus élaborés et beaucoup plus à l'écoute de ce que sont ces gens, de ce qu'ils font, pour arriver à comprendre. La notion d'oralité, qui est dépassée par le concept de vocalité chez Zumthor, la notion de performance, sont autant de concepts qu'on a utilisés, mais qui ne suffisent plus pour dire les pulsions corporelles, les perceptions sensorielles, qui se dégagent de toutes ces images et de toutes ces constructions multimodales. Justement, il n'y a pas que l'image et le son, c'est plus compliqué. Elles embrassent toutes les structures du discours, aussi bien la versification que la distribution des unités narratives, et on trouve dans l'apparente spontanéité de cette expression une stratégie, une construction, une architecture extrêmement élaborée, mais qui est fondée justement sur des imagines mundi, des choses qui sont véhiculées et transmises. J'avais aussi des choses sur moi je les ai plus, je les ai perdues, sur l'image qui est son et le son qui est image, et le langage qui est son. Et voilà, il y a beaucoup de correspondances qui amènent justement une réflexion globale et transversale. Alors moi j'ai fait un travail d'exégèse sur 3 clips qui sera plus développé dans la version écrite, hein. Mais je dispose d'un fond de plus de 300 clips, et je travaille également sur des plasticiens, des peintres, on l'avait vu précédemment, et je suis extrêmement nourri par toute cette créativité de la part d'un peuple qui a beaucoup souffert et qui nous envoie à l'opposé beaucoup d'amour. Je vous remercie.